C'est un fauteuil vibrant qui, je pense, ne vibre plus. Bon, il ne vibre plus, mais bon, c'est pas très grave. Oh! Il vibre! Des années après, les piles n'ont jamais été changées. Tu te sens, Tana? Non, moi je suis vraiment une vieille meuf. Et c'est quoi le body count alors, joueuse de Scrabble de 27 ans? Après, Ton but, c'est un peu d'être la Squeezie du cul. mon rêve. Et du coup, t'as pas envie de croire que c'est un métier sain d'être une femme qui, avec son corps, fait de l'argent sans avoir des comptes à rendre à personne. Je pense que ça énerve. Je suis hyperactive. Tu es que hyperactive? Non, je suis aussi autiste. Imagine demain, t'as prévu de faire un tournage, mais t'as pas envie d'avoir un rapport aujourd'hui. Ça n'arrive pas. Ça coûtait à l'époque 8 € les 5 minutes. Je veux dire, si t'as réussi à faire d'une meuf qui est tatouée, percée, j'ai des poils sous les bras, j'ai quand même des poils aux jambes, attention. Et je suis top 3 France. Ça veut bien dire que ça intéresse des gens. T'as eu le sentiment d'avoir été abusée Oui. durant ce tournage? Il y a quelques jours, je vous emmenais en immersion avec Calamité, l'une des actrices X les plus regardées en France. Aujourd'hui, on la retrouve seule, face caméra, pas en tant qu'actrice, mais en tant que femme. Elle se livre à cœur ouvert, sans filtre, dans un témoignage brut, authentique. Je m'appelle Calamité, mais tu peux m'appeler Cala. C'est mon père, on va dire, qui a choisi ce nom. C'est mon deuxième prénom, en fait, que j'ai décidé de réutiliser pour en faire mon nom d'actrice. Parce que c'était un rôliste qui a choisi le nom de la déesse de la mort en Inde, sauf qu'il s'est trompé, c'est Kali. Donc bref, je m'appelle Cala. J'ai 26 ans, bientôt 27, et ça fait 6 ans, bientôt 7, que je fais du TDS, donc du travail du Scrabble. Pourquoi tu dis travail du Scrabble? Parce qu'on ne sait jamais, c'est-à-dire que toutes les plateformes nous empêchent de dire des mots qui ont des tendances tendancieuses. Et donc, je suis obligée de résumer mon métier en utilisant que des termes autour du Scrabble. C'est obligé. Sinon, tes contenus sont censurés. Ouais, censuré, je me fais bannir, supprimer de partout, donc je suis obligée d'aller autour du jeu de société. Voilà. Donc, on va parler de Scrabble aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on va parler de Scrabble, Scrabbler. Il y a des mots comptes simples, des mots comptes triples. Ok, là, t'as commencé par vendre des culottes. Ouais. Et finalement, tu les retires pour gagner ta vie. Oui, c'est super drôle ta phrase, j'adore, c'est littéralement ça. D'après toi, ça se vend bien des culottes? Il y a de la demande et tout? Bah, moi, de ce que je comprends, oui, j'ai l'impression. Pas tant. Ah bon? Ah oui, non, on n'est pas comme au Japon où vraiment t'as des distributeurs de culottes. En France, t'achèteras pas la culotte d'une inconnue. Donc en fait, quand j'ai voulu vendre ma première culotte en me disant que ça allait être simple, de toute façon ça va intéresser plein de gens, mais en fait ça n'a intéressé personne. Et c'est la vidéo que j'ai fait avec qui a intéressé et qui s'est vendue. Et donc, du coup, j'ai mis un peu de côté les culottes et j'ai gardé les vidéos. Et donc, justement, parlons un peu de tes débuts. Comment tu as commencé dans ce métier, dans cette industrie? Alors, c'est drôle. J'étais à l'accueil des bureaux d'avocats, à l'accueil des bureaux des banques, et je me faisais turbo chier. Mais genre, une dinguerie. C'est-à-dire que j'avais un appel toutes les heures, des gens qui venaient, qui se présentaient, qui repartaient, c'était tout. Mais j'avais un PC. Donc en fait, au début, j'ai voulu apprendre le japonais, j'ai vu que j'étais nulle. Ensuite, j'ai voulu apprendre un peu plus le latin. Pourquoi tu fais ça après bac? Ça n'a pas d'intérêt. J'adore le latin. Ensuite, j'ai voulu essayer de trouver une manière de gagner de l'argent. Parce qu'en fait, je suis devant un PC toute la journée. Il y a forcément une manière d'en gagner. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un site qui s'appelle Vente à culotte. Et j'ai commencé à faire des lives de Scrabble dans les toilettes du travail. C'est-à-dire que je te parlais sur la plateforme et quelqu'un me disait « Hey, t'es dispo pour une cam de Scrabble de 5 minutes ?» Et je suis en mode « Oui, je suis dispo, j'arrive. » Je disais « Je reviens, je vais aux toilettes. » Je vais faire ma cam, oulala, avec l'élégance de quelqu'un qui n'a jamais fait ça. Voilà, comme ça à peu près. Et ensuite, je revenais me remettre à mon poste. Ça coûtait à l'époque 8 € les 5 minutes. C'est pas très cher. Non. Moi, je suis pas en partie des tarifs les plus bas. Et donc, tu as commencé à aimer ce métier en faisant ces cams de Scrabble. Ça, et le fait qu'on me commandait des vidéos personnalisées la journée et je les tournais le soir. Et tourner une vidéo personnalisée, c'est quoi? C'est écrire un scénario, réfléchir à une tenue, du maquillage, des cadrages, ensuite faire du montage, ensuite faire de la com, trouver un titre, faire un graphisme, faire une cover, et ensuite la vendre, choisir le prix. Et en fait, je me rends compte que dans un seul métier, il y en a 30. Et à tes débuts, t'avais quel âge? J'avais 20 ans. C'est trop pratique pour compter. Oui. C'est vrai. J'ai commencé à 20 ans. Donc ça va faire 7 ans que tu fais ce métier. C'est ça. Et c'est pas anodin quand même comme choix de métier à ces 20 ans. Comment Non. on y pense et pourquoi on y pense? Moi, j'ai un problème, qui est toujours encore mon problème, mais je le règle. Je suis extrêmement naïve. Et naïve dans un sens plutôt positif où je n'ai pas peur de faire les choses et je me dis jamais que ça peut être un problème. Ça m'a valu des embrouilles et des problèmes dans ma vie, mais je vois toujours le côté positif de tout ce que j'entreprends. Je me dis mais non, ça va être chouette, oh j'ai envie d'essayer. Et je me dis pas que ça pourrait par exemple ruiner ma réputation, ça pourrait m'éloigner de ma famille, de mes amis. Ça, je n'y pense jamais. Je me dis ah mais non, ça a l'air rigolo. Le côté gêne sociale, je l'ai pas du tout. Je l'ai vraiment pas du tout. Donc ouais, je me suis un peu lancée là-dedans sans trop y penser. Je me suis juste dit, oh ben on va filmer des vidéos. Ça a l'air d'être rigolo.
Et au début, quand tu commençais ces cams, après tu as commencé à développer, donc tu as commencé à faire des vidéos, c'est ça, sur des plateformes? J'ai commencé en fait à me dire, mais en fait, je peux juste tourner une vidéo, on verra si elle se vend. Au lieu de faire que des demandes personnalisées, je vais faire des trucs qu'on m'a pas demandé et je vais les mettre dans un catalogue et on va voir si ça se vend. Ça se vendait bien. Du coup, j'ai continué à en faire quand ça se vendait bien. Attention. En quelques mois, j'ai réussi à me faire un SMIC. Donc, j'étais assez fière, mais c'était en travaillant toute la journée. Sur mon PC, le soir je rentre, je tourne, enfin bref, c'était comme ça. Et je me suis dit, mais en fait, à partir du moment où je fais un SMIC pendant 3 mois, j'arrête mon métier. N'est-ce pas? Désolée, j'ai des chats partout chez moi, ils traînent. Il n'y a pas de souci. Du coup, ils vont miauler, voilà, ils vont frotter le cadreur. Et voilà, c'est super, on se frotte au cadreur. Voilà, super. Voilà. T'aimes pas du tout les animaux en plus. Non, voilà, pas du tout. Voilà, super. Très bien. Ça va être très agréable ce moment. Mais en fait, j'ai fait ça pendant 1 an, on va dire avec le travail. Et en fait, j'ai commencé à gagner un SMIC et je me suis dit, ok, si j'arrive à gagner un SMIC pendant 3 mois sans m'arrêter, ça veut dire que je peux arrêter mon travail et chez moi, je pourrais gagner la même chose. Parce qu'en fait, j'ai juste besoin d'être devant mon PC. Donc, c'est ce que j'ai fait et j'ai arrêté mon travail. Puis il y a eu le confinement. Donc je me suis dit, merde, j'aurais dû garder le travail pour avoir le chômage, tu vois, le chômage partiel là. Mais bon, c'est pas grave. Et j'ai commencé à faire ça vraiment à plein temps. Et toute seule au début? Toute seule. C'est-à-dire que le matin, je me lève. Et en fait, j'ouvre le site, je regarde les demandes que j'ai. J'envoie un message à chaque personne qui se connecte et qui regarde mon profil en lui disant « Hé coucou, est-ce que tu aimerais voir quelque chose? Est-ce que je peux te proposer quelque chose ?» Allez, va te coucher, je t'en supplie. Elle est partie lécher sa sœur. C'est comme ça que toutes mes journées se ressemblaient. Je me levais, je regardais tous les potentiels clients. Je voulais essayer de leur vendre des trucs. Je tournais, je faisais des cams, des vidéos et ça a duré comme ça pendant des années. Et au début, tu le cachais à tes proches ou pas? Je l'ai très vite dit parce que je mens très mal. Et surtout, j'aime pas. J'ai trop envie de raconter ma vie. J'ai envie de pouvoir parler aux gens que j'aime de manière normale et de leur raconter tout ce que je vis, toutes mes expériences. Donc je l'ai vite dit, mais je l'ai dit, comme je fais beaucoup de choses, je l'ai dit assez... J'ai fait un Google Doc à mes parents. J'ai fait un doc, un PDF à mes parents où je leur expliquais tout et je leur disais répondez-moi dans 1 semaine. Parce qu'en fait, tu vas jamais réagir bien à quelque chose qu'on t'annonce. Enfin, t'es forcément à chaud et les émotions à chaud, on est nuls, on est des humains. Donc je leur ai dit lisez tout. J'ai essayé de leur donner un maximum d'infos et je leur ai dit répondez-moi dans 1 semaine. Ils ont dit quoi alors 1 semaine après? Ils ont dit bizarre. C'est bizarre ton affaire, ça nous gêne un peu, mais tu sais, je pense qu'on ne comprend pas, c'est pas grave, tu sais, on te soutient dans tout ce que tu fais. Maintenant, mes parents, ils m'adorent, ce qui est logique, c'est le concept des parents, mais surtout, ils n'ont pas de problème avec ça, ils ne sont pas gênés, simplement on évite d'évoquer des choses très particulières, ce qui se passe pendant les tournages, ce qui se passe sur les vidéos, on ne l'évoque pas, ça ne sert à rien. Par contre, j'évoque le fait que j'ai des employés, j'évoque le fait que j'ai une société, que parfois je dois voyager, je parle de mes voyages et tout, donc c'est super chouette. Et donc, tu as toujours été indépendante dans ce métier ou tu as travaillé pour des gens? J'ai toujours été indépendante parce que j'ai pas intéressé les prods. Et je ne peux toujours pas maintenant, en étant calamité et 400 000 abonnés sur Instagram, je ne peux toujours pas faire de production puisque les prods ne veulent pas des personnes tatouées, percées, cheveux colorés et avec des poils, encore moins. Ils veulent pas de ça et moi j'ai pas hyper envie de me changer. J'en ai fait une de prod qui s'est très mal passée. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé beaucoup de non-respect de mon consentement, ou alors de choses qu'on m'a pas dit et dit le jour même exprès. Donc voilà, c'est vraiment un classique. Voilà. Est-ce que tu as eu le sentiment d'avoir été abusée oui, durant ce tournage? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'était une production qui prenait, je dis qu'ils prenaient parce que maintenant ils sont tous en procès. Et la production a été remplacée. Mais en tout cas, à l'époque, ils prenaient que des personnes qui n'avaient jamais fait ça. Ils les payaient, on va dire, au tarif vraiment tellement bas pour l'Europe. Ils les prévenaient pas très bien de comment ça se passait. En fait, ils faisaient exprès de prendre des débutantes pour leur infliger, pouvoir juste décider de ce qu'elles faisaient, quoi. Et c'est des dérives communes dans ce milieu? Oui. De moins en moins, parce qu'en fait, là, les prods, elles sont saoulées parce que les plateformes sont arrivées. Les plateformes de Scrabble, ça les a énervées parce qu'en fait, maintenant, on n'a plus besoin d'eux. On a juste besoin d'un PC, d'une caméra, même pas un téléphone, c'est quoi, on s'en fiche. Et en fait, on peut travailler toute seule. Moi, j'ai vu des prods me dire « Oh, je suis trop énervée, on peut plus faire du Scrabble à 15 dans une cave, elles veulent plus et tout. » Je fais « Mais bro, elles ont jamais voulu. Hein. Elles ont jamais voulu faire ça. C'est juste qu'à l'époque, elles n'avaient pas le choix, sinon tu leur disais « Bah, tu réussiras jamais. » Donc en fait, maintenant, ils sont énervés. Hein. Ils sont frustrés en fait. Et justement, tu as dit Calamité, c'est le pire tremplin du monde. Je ne conseille pas de faire ce métier. Alors, c'est par rapport à ces dérives-là ou par rapport à d'autres raisons? C'est par rapport à plus le fait qu'après ça, tu ne peux plus rien faire. Enfin, c'est très dur de te réorienter. Même les personnes les plus connues, pas Tiffany, Lisa El Sierra, qui est obligée de prendre qui est une actrice, mais qui a été une des plus connues de France, qui est obligée de travailler de nuit. Parce qu'en fait, trouver un travail de nuit, parce qu'en fait, le jour, elle va croiser des gens qui la reconnaissent. Nicolas Bellucci qui a voulu faire une reconversion, qui n'a pas pu. Enfin bref, c'est pas un tremplin, c'est-à-dire que c'est un tremplin si tu arrives à être connu,
à travailler bien, à tout donner. Le problème, c'est qu'en fait, c'est pas donné à tout le monde, déjà parce qu'il y a une part de chance. Il faut être quand même... Enfin, c'est un privilège de réussir. Des gens qui réussissent, il n'y en a pas 1000. Comme je t'ai dit, le salaire moyen, c'est $100 par mois. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. C'est très peu, et par rapport aux idées qu'on peut se faire sur ce métier. Ah oui, vraiment. On pense vraiment qu'on va se faire des milliers. Et c'est pas du tout ça. En fait, si tu te fais pas des milliers, malheureusement, tu te dis, bon, moi, je vais faire autre chose. Sauf que ton image, elle est gravée pour toujours sur Internet. On n'est plus sur des cassettes, sur des VHS, des DVD qu'on trouve qu'en boutique, en fait. Ton empreinte numérique, elle est cramée. Et malheureusement, ils veulent vraiment pas de nous ailleurs dans notre travail, quoi. Mais toi, heureusement, tu fais des milliers aujourd'hui. Oui. Parce que j'ai cru comprendre que tu te versais 6 000 € par mois. Oui, c'est ça. C'est ce que je me verse à peu près, en sachant que moi, j'augmente plus du tout mes revenus par rapport à ce que je gagne. C'est fini. Je vois pas l'utilité de me... Imaginons que je fasse un super mois. Je vois pas l'utilité de me verser plus. J'achète pas de luxe. Je vis dans un très grand appart parce que je filme dans chaque recoin de mon appartement, qu'en fait, on peut louer nulle part, comme je t'expliquais. Mais sinon, non. Tout ce que je gagne en plus, je le réinvestis dans des projets. Comme je t'ai montré le merch, comme par exemple un jour j'aimerais bien partir, je sais pas moi, partir avec plein d'autres créatrices, bah ça va falloir payer un déplacement si on part voyager tous ensemble dans une grande maison et compagnie. Nous on essaye de sortir un livre et aucun éditeur voudra de nous, donc il faudra l'auto-éditer. Donc en fait tous les sous qu'on gagne on les utilise pour faire des projets. Donc oui, t'as clairement réussi aujourd'hui dans ton domaine. Oui. Voilà. Mais tu te rappelles de ton premier tournage? Oh là là, mais j'ai pas envie de me rappeler de mon premier tournage. Tu veux dire tout seul ou à deux en vrai? À deux. Oh là là, c'était quoi la première fois? Je crois me souvenir qu'à l'époque, je cherchais des acteurs parce que les acteurs hommes, je voulais pas spécialement les contacter parce que j'étais pas sûre. Enfin, je voulais quelqu'un qui était pas trop dans le milieu pour pas qu'il... Je sais, comme je dis que je suis naïve, que j'ai tendance à me faire manipuler, donc je voulais pas quelqu'un qui pouvait me faire des choses. Donc je suis allée sur Tinder. Et en fait, j'ai mis, je cherche un acteur à faire des vidéos, mais bon, je suis pas très connue, du coup, tu pourras les revendre aussi si tu veux, il y a pas de problème. Quelqu'un m'a répondu. Et je suis allée le voir et on a fait nos premières vidéos ensemble. Et c'était trop chouette parce que j'avais quelqu'un, enfin, je n'étais pas toute seule derrière ma caméra. Donc lui aussi, il avait une idée sur les plans, il avait une idée comment réfléchir et tout. Ça s'est étonnamment bien passé parce que du coup, c'était des années après ma première vidéo toute seule. C'était elle la plus honteuse. C'était ma première vidéo honteuse, enfin, ma première vidéo toute seule la plus honteuse. Pourquoi? Mais parce que je suis là devant ma caméra, c'était il y a 7 ans et je me dis « Bonjour ». Tu l'as encore cette vidéo? Je pense que je l'ai encore, ouais. Je sais que ce serait très curieux de la voir. Non. T'es pas curieux, t'as pas envie. Non, en plus, pour le coup, j'avais 20 ans. Je fais vraiment jeune. Donc bon, en vrai, c'est un petit peu, tu vois. Et c'était quoi le plus difficile pour toi au début? Parce qu'il y a quand même aussi, il faut accepter son corps, il faut être à l'aise avec son image. Le plus dur, ça a été de faire du roleplay en parlant. Tu vois, de s'entendre. Mais je pense que toi aussi, enfin non, pas toi aussi, mais en tant que youtubeur, de parfois t'entendre parler, de connaître tes mimiques, de voir commenter, te voir bouger, c'est toujours un peu bizarre. T'es en mode, enfin moi j'aime pas trop re-regarder mes vidéos. Je suis en mode, ok, ça plaît aux gens, c'est bien. Mais sachant que toi, tu te mets à nu littéralement. Oui, mais pour le coup, mon corps, c'est pas un problème. Non, plutôt ma voix. Parce que mon corps, bon, je sais qu'il est, tu vois, il est normé, il est dans la norme. Donc j'ai pas trop de complexes. C'est aussi un privilège. Mais ce qui peut me complexer, c'est ce que je peux montrer vraiment de moi. Donc mes paroles, ce que je dis, comment je bouge. C'est plutôt ça, je pense. Et c'est vrai que toi, sur tes réseaux, donc Instagram ou TikTok, quand on va sur ces réseaux, on devine pas que tu es joueuse de Scrabble. Bah franchement, il y a une part de j'ai pas le droit. Parce que Instagram sera pas d'accord avec ça. Et il y a une part aussi de j'ai tellement d'autres choses à montrer. J'adore. J'adore, déjà, je me trouve très drôle. Ça, c'est déjà énorme. Je sais pas si les autres le pensent aussi, mais moi, c'est bon. Je me trouve très drôle. Ensuite, je fais du roller. Ensuite, je fais quoi? Parfois, je danse, je fais du sport, je fais du roller derby, je fais de la batterie. Et j'ai tellement envie de montrer d'autres trucs qu'il n'y a pas besoin pour moi d'avoir un profil de joueuse. Surtout qu'en plus, Instagram ne me mettrait pas en avant si je fais du contenu un peu plus dénudé. Puisqu'en fait, ça va pas leur plaire pour les annonceurs. Ils vont dire « Ah non, ça, on peut pas proposer des pubs dessus, en fait. » J'ai vraiment l'impression que toi, contrairement à d'autres TDS, tu vois, qui s'exposent, tu as vraiment cette triple casquette, tu vois, de influenceuse, youtubeuse et joueuse de Scrabble. Ouais, j'adore. J'ai décidé, en fait, vu que j'étais vraiment pas connue, j'ai pas explosé d'un côté ou de l'autre, on va dire. J'ai explosé sur une vidéo TikTok où je parle d'une prod que j'ai faite. Donc en fait, j'ai explosé déjà en étant une meuf qui fait un story time. Mais ensuite, j'ai explosé sur une vidéo de roller. En fait, j'ai monté, et maintenant c'est quelque chose que je travaille, de monter à la fois le Scrabble et à la fois l'influence, toujours au même niveau. Jamais en faire un peu plus que l'autre, parce que mon but, c'est que en fait, vous pourrez pas me mettre dans une case. J'ai pas envie. Du coup, j'essaye de brouiller un peu les pistes, et surtout, c'est les deux choses que j'aime faire. J'ai pas envie qu'on me réduise à l'un ou à l'autre. Et tu m'as dit aussi que ton but, c'est un peu d'être la Squeezie du cul. Mon rêve.
Franchement, Squeezie du cul, non mais c'est génial. Vraiment. Tu sais qu'on fait les vlogs, moi je veux être la Léna Situation du X en fait. Tu sais qu'on fait les vlogs de juillet parce qu'on veut pas faire les vlogs d'août pour pas faire de l'ombre à Léna. On fait des vlogs journaliers en juillet qu'on poste, où en fait c'est des vlogs, tu comprends, c'est pour échauffer le public. Et en gros, on fait un vlog tous les jours, on part, donc là cette année on part en Thaïlande, l'année dernière on était à Bali, et en fait je me filme tous les jours, on fait des activités, il y a la moitié sur YouTube et la moitié sur la plateforme Orange. Et ça permet de, tu vois, c'est exactement comme le ferait n'importe quelle youtubeuse, sauf que tu vas avoir la partie sur l'autre site. Ça c'est chouette. Et tu penses que ce genre de contenu pourrait trouver sa place en France aujourd'hui? Bah il trouve sa place puisqu'on est top 3 France. Je veux dire, si t'as réussi à faire d'une meuf qui est tatouée, percée, j'ai des poils sous les bras, j'ai quand même des poils aux jambes, attention. Et je suis top 3 France. Ça veut bien dire que ça intéresse des gens. Tu peux pas faire autant de vues sans que ça... Enfin, en mode, ah mince, tout le monde a cliqué sans faire exprès. T'imagines? Tout le monde a fait, ah mince, oh non, c'est pas ça que je voulais voir en fait. Oupsie, c'est forcément que ça plaît en fait. C'est vrai que toi, sur PH, tu génères plus de 40 millions de vues aujourd'hui. Ça fait beaucoup. Non mais oui, mais je me rends compte que c'est quelque chose qui n'avait pas forcément juste c'est naturel, c'est drôle. Il y a un petit côté un peu brasser dans la manière de faire des scénarios un petit peu over the top. Il y a un petit peu vraiment un côté Léna Situation dans la manière de juste je parle, je raconte ma vie, tu sais quoi, ma vie elle est pas toujours esthétique. Il y a un petit côté Squeezie, j'adore les jeux vidéo, je prends des Warhammer, machin, j'adore. J'ai besoin de faire un mix de, en fait c'était ma culture à moi. C'est ce qui moi m'a forgé, c'est ce que j'ai aimé regarder. Donc j'ai envie de tourner des choses que j'aimerais peut-être regarder. Et la preuve, ça plaît. Je suis contente. Franchement, j'ai de la chance. Oui. Est-ce que tu travailles pour aussi? Oui, mais j'ai de la chance de créer du contenu qui plaît. Tu vois. J'ai pas l'impression de m'être forcée à faire quelque chose parce que ça plaît. Je connais des personnes, et même moi j'aurais pu faire des choses qui sont un peu, qui font du buzz, qui sont putaclic. Moi j'ai de la chance de faire des choses qui buzzent. C'est pas je fais les choses pour le buzz, c'est je fais des trucs, ouf, ça buzz. Ok, génial. Mais justement, j'avais envie de te poser aussi des questions vraiment sur le travail, sur les tournages, comment tu les gères, comment ça se construit. Ma première question, elle est simple, c'est comment on passe un casting pour jouer au Scrabble avec toi? Alors, pour moi, simplement, on se contacte en général sur les réseaux. On est entre indépendants. Donc, en fait, il suffit de se contacter, de se trouver une date. Ensuite, moi, j'adore trouver les scénarios, j'avoue. Petit côté. Mais après, si tu veux travailler à deux, on travaille à deux. Mais j'adore prendre le temps de trouver un scénario le plus débile possible, le plus drôle, le plus absurde. Prendre des costumes. Trouver des lieux. Pour trouver des lieux, c'est plus compliqué. Il faut avoir des contacts ou alors prendre un Airbnb en sachant que le mec peut nous faire un procès si on prend un Airbnb. Donc, on évite. C'est ce que je faisais avant, maintenant je ne le fais plus. Parce que je n'avais pas trop le choix. Maintenant, essayer de trouver des contacts, par exemple, je sais qu'il y a une pizzeria qui m'a contacté. Oh, il y a un centre de tatouage qui m'a contacté. On peut peut-être tourner chez eux. Donc c'est comme ça qu'on fait. Ensuite, on écrit tout. On se rejoint. On trouve quelqu'un qui filme. Moi, j'ai Juliette. Juliette qui est mon assistante avec qui je travaille depuis 2 ans, qui est tellement plus qu'une assistante qui en fait fait tout. C'est juste ma moitié habillée. C'est mon clone avec des vêtements. Et du coup, avec du vêtement et plus de marketing. Et du coup, on crée tout ça, on trouve donc qui filme, on finit par filer tout ça à une monteuse. À l'époque, c'était, imaginons qu'on fasse un truc à deux, c'est une de nous deux qui va monter. Pas moi, en général. Je suis très mauvaise, donc surtout pas moi. Ensuite, il faut trouver des prix, trouver un titre, une description, décider d'une date à laquelle on poste. Enfin, c'est tout ça en fait. C'est beaucoup d'organisation, mais en fait, c'est comme si tu décidais de faire une vidéo collaboration avec un autre youtubeur. Je pense que c'est exactement les mêmes étapes. Franchement, c'est la même chose. Et comment tu gères les imprévus? Imagine demain, tu as prévu de faire un tournage, mais tu n'as pas envie d'avoir un rapport aujourd'hui. Ça n'arrive pas. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'avoir un rapport. Il faut savoir que moi, j'ai plus mes règles. J'ai décidé de ne plus avoir mes règles, j'ai une pilule en continu. Donc déjà, il n'y a plus ce truc de « Oh mince, j'ai mes règles ». C'est fini. Ensuite, les vidéos que je tourne, elles durent en vérité 12 minutes, dans lesquelles il y a, 6 minutes, on va dire, de vraiment pénétratif. Plus on est, moins moi je suis en action en plus. Étant donné, donc. Et surtout, maintenant, je tourne une vidéo par semaine. Donc en fait, parce qu'il y en a une qui sort toutes les semaines, du coup, voilà. Donc en fait, j'ai pas envie. Et aussi, pourquoi j'ai pas envie? Parce que maintenant, j'ai le privilège de pouvoir choisir avec qui je tourne. Aussi ça. Donc en fait, j'ai pas envie. C'est des gens que j'aime bien, en général. C'est souvent mon copain, Reda, mon compagnon, qui est pas du tout joueur de Scrabble à la base, qui est professeur de guitare. Mais heureusement, il m'aide beaucoup. Et quand c'est lui, j'ai toujours envie de tourner. Et à l'inverse, comment tu pourrais gérer les imprévus chez les hommes, si jamais l'homme n'a pas d'érection le jour du tournage? S'il n'y a pas, il n'y a pas. Déjà, on trouve d'autres solutions. On peut faire des trucs un peu plus solo, on peut faire des trucs avec d'autres parties. On peut trouver des solutions et sinon on peut aussi, malheureusement, pas faire. C'est-à-dire qu'on ne fait pas quand il n'y a pas, quoi. Ah, donc on pourrait annuler un tournage si l'homme n'arrive pas à avoir d'érection? Non, on va essayer par exemple de trouver des positions où on voit moins aussi. Ça arrive de faire du faux.
Franchement, le moins possible parce que les gens savent, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on aime bien quand même quand on voit bien, quand c'est du vrai, quand c'est du spectacle. Mais ça nous arrive d'avoir fait du faux parce que parfois, t'es là et juste en plus, ils se sentent pas bien. En général, ils se sentent trop mal. Et plus ils se sentent mal, moins ils y arrivent. Moi, je suis en mode non, chaton, tu sais, c'est pas grave, vraiment. Parce que moi, je me sens mal pour eux, du coup, je me dis, je serais gênée dans leur situation. Et du coup, ils stressent, ils y arrivent encore moins. Donc, soit on le remplace par Reda, soit si vraiment il veut faire, on fait du faux. Et est-ce que dans chaque vidéo, il y a une touche calamité un peu? Ah oui, non, mais ça c'est. C'est Alors quoi déjà, la touche calamité? déjà, c'est le fait que c'est impossible de me faire fermer ma gueule. C'est fini. Du coup, déjà, tu m'entendras quoi qu'il arrive dire des conneries. C'est-à-dire que je vais parler, dire des bêtises. Ensuite, je souris toujours, même pendant mes tournages. Je veux envahir le monde du Scrabble avec des vidéos de gens qui ont l'air d'être contents d'être là. Parce que c'est pas le cas pour l'instant. Comment ça? On a beaucoup de mise en scène de la souffrance. Énormément de mise en scène de la souffrance. Mise en scène de la gêne, de l'inconfort. Moi, je veux mettre en scène le fun, la détente, la joie, et c'est ça. Donc, on va dire que c'est ça ma touche. Tu parlais de ton copain Reda. Comment toi tu fais pour conserver une vie amoureuse saine avec ce métier? Je pense que notre équilibre est parfait. C'est-à-dire que quand je tourne avec des gens, je suis tellement concentrée parce que la caméra, parce que mes positions, parce que mes bruits, ma bouche, ma tête, mes cheveux, oulala, je suis concentrée, on est des acteurs. Et du coup, je suis pas à 100% de ma détente. Donc, je peux pas vraiment enjoy tout ce qui se passe. Alors que quand je suis avec Reda, on éteint tout. On ferme les portes. On enlève, on se met juste bien et là j'éteins mon cerveau et ça n'a aucun rapport. C'est plus le même sport, c'est plus le même jeu. C'est la réalité. Oui. Donc ça veut dire l'un comme l'autre, vous avez jamais éprouvé une sorte de jalousie quand vous voyez l'un ou l'autre tourner avec quelqu'un d'autre? Impossible. Impossible parce que lui, je sais très bien que même parfois, il est un peu... parfois, il sent pas grand-chose parce qu'il est trop concentré sur pareil. Le fait que ça rentre bien, être tourné, hop, que la lumière... Parce que lui, il doit se concentrer sur le fait que la lumière arrive bien au bon endroit. Donc il doit hop, dégager. C'est que des positions que personne ne fait dans la vraie vie. Il doit hop, dégager comme ça, essayer de se mettre un peu comme ça. Donc en fait, il peut pas profiter pleinement. Mais justement, c'est intéressant quand tu parles de positions qui ne sont pas faites dans la vraie vie. C'est ça qu'il y a des ados, tu vois, qui ont l'impression que jouer au Scrabble, c'est comme on le voit sur PH. Ouais. Mais en vrai, non, t'es en train de me dire. Plutôt non. Enfin, disons que tu ramènes, mais tu verras que... Enfin, comment dire? C'est des positions qui, à la caméra, paraissent naturelles, mais en vérité, tu fais les mêmes. Enfin, ça reste une position très classique. Moi, je fais des choses extrêmement classiques. Parce que moi, mon but, c'est que justement, s'il y a des jeunes qui tombent sur mon contenu, en fait, il n'y a pas de problème. C'est quoi ces gens qui sourient, qui font des choses dans des bonnes conditions? Si moi, je me pète la gueule, je le laisse au montage. C'est naturel, je me suis pété la gueule, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de mise en scène du Scrabble comme étant quelque chose de très sérieux. Et ça, je pense, c'est ça qui pourrait, entre guillemets, mettre une mauvaise image de ce que c'est. Moi, je te montre comme ça pourrait ressembler. Je fais pas des cascades en plus. Je suis très simple. Je suis une femme simple. Et du coup, j'ai peut-être un petit problème quand on me dit que ça devrait être vraiment... que c'est grave ce que je fais parce que des jeunes pourraient tomber dessus. Moi, je trouve que c'est grave si j'enlève ce que je fais parce qu'ils vont tomber sur tout le reste. S'ils ont des vidéos sur lesquelles tomber, vaut mieux que ce soit les miennes. Et je dis pas que je veux qu'ils regardent. Regardez pas les mineurs. Je veux pas que vous veniez. Mais bon, si vous avez le choix, moi, je suis tombée sur des choses hardcore dans ma jeunesse. Et je pense que si j'avais vu ça, j'aurais fait « Ok, drôle. Drôle, naturel, détente, chill. Les gens ont l'air de s'amuser. Et je trouve qu'on n'est pas les pires. Et si on disparaît, on laissera que les pires. » Donc c'est ça aussi la touche calamité, c'est apporter un contenu sain. Ouais, je le trouve. J'ai parfois un problème avec le terme éthique. Parce que parfois, éthique, c'est... oulala, c'est cadré le truc éthique. Hein. Attention, si tu montres certaines pratiques, c'est plus éthique. Mais en fait, qui c'est qui définit l'éthique et la morale de certaines pratiques? Non, pour moi, l'éthique, c'est des gens consentants dans un milieu sain, avec des gens safe, des pratiques safe, des gens qui sont contents. C'est ça pour moi. Donc oui, on va dire que c'est un Scrabble sain. Et donc, toi, concrètement, avant ou pendant chaque tournage, comment tu t'assures que chaque personne soit à l'aise et soit consentante? Alors déjà, je check toutes les 5 secondes ta peur. Tu verras ça. C'est-à-dire que vraiment, je vérifie que tout le monde est bien content d'être là. Je regarde tous les regards, je regarde tout et surtout, je vais débriefer avec elle et avec eux. Toujours après une scène, on va dire bon, c'est bien passé, comment t'as vécu ça? Telle personne n'a pas fait ci, pas fait ça. Enfin, j'essaie vraiment d'être le plus safe possible. Dans les productions, ils ont des coordinatrices d'intimité qui sont des personnes qui, sur le tournage, sont dédiées à ça. Nous, on peut pas souvent ramener quelqu'un en plus parce qu'on aimerait bien qu'il y ait le moins de personnes possible sur le tournage pour juste que les personnes se sentent bien. Et surtout, on n'a pas forcément trouvé encore la bonne personne, mais on aimerait bien mettre ça en place bientôt. Et c'est quelqu'un qui, juste, son travail, c'est de vérifier le consentement de tout le monde. Et c'est super. Et c'est quoi l'âge retraite pour une joueuse de Scrabble? Pour moi, il y en avait peut-être un avant, et encore, pour moi, il n'y a pas d'âge retraite. Il n'y en a pas parce qu'en fait, maintenant, les gens, ils sont là pour toi.
Pourquoi est-ce qu'ils vont aller regarder tout le temps les mêmes personnes et pas genre juste des meufs? Parce qu'en fait, ils sont intéressés par qui elles sont. Et en fait, si tu grandis, tu restes qui t'es. Si tu grandis, si tu vieillis, on s'en fiche. Ils veulent te voir toi. Sinon, en fait, tu aurais une répartition des vues égale sur tout le monde. Mais non, c'est toi qu'ils veulent voir. Pas forcément pour ce à quoi tu ressembles en plus, pour ce que tu dégages, ta manière d'être, ce que tu proposes. Ok, parfois c'est pour des trucs physiques. En vrai, on met du temps avant de changer. Hein. Puis en plus, ça nous garde vraiment en forme de Scrabble. Mais ça veut dire que tu te vois encore jouer au Scrabble à 70 ans? Oui. Peut-être avec des tentes. Des tentes, déambulateurs, tout. Mais oui, pour moi, c'est pas quelque chose qui me fait peur du tout. Au contraire, ça va être fun. Je vais devenir une granny. C'est marrant, ça. Et c'est quoi le body count alors, joueuse de Scrabble de 27 ans? Vas-y, d'après toi, donne un chiffre. 150? 600 à peu près, 500, 600. T'as compté? Non, j'ai arrêté de compter. C'est pour ça que je dis entre 500 et 600. J'ai fait des calculs en fonction du nombre de tournages par semaine, sauf qu'à l'époque, je faisais parfois genre 5 tournages par semaine. J'ai calculé à peu près, c'était à peu près ça. Non, j'ai pas compté, flemme. Toi aussi, t'aurais eu la flemme. Donc t'as pas un petit fichier Excel avec tous les prénoms? Oh, quelle horreur! Non, surtout pas. Please, non. Je suis pas un mec. Et t'as jamais eu peur des IST, des MST? Bien sûr que si, mais on est la population la plus testée de la planète. En fait, on se fait tester toutes les 2 semaines. Donc en fait, je tourne avec les personnes les plus safe de toute la France. Et selon toi, pourquoi aujourd'hui l'industrie du Scrabble est beaucoup proie à des fantasmes, tu vois, à des légendes, à des préjugés? Elle l'a toujours été, d'après moi. D'après moi, elle l'a toujours été, elle l'est de moins en moins, au contraire. Et pourquoi elle l'est? Simplement aussi parce que c'est un métier féminin. Un métier où maintenant on est indépendante. Et du coup, t'as pas envie de croire que c'est un métier sain d'être une femme qui, avec son corps, fait de l'argent sans avoir des comptes à rendre à personne. Je pense que ça énerve. Je pense que ça agace. Surtout qu'avant, c'était un métier qui était contrôlé. Contrôlé par des hommes qui tenaient les productions, qui tenaient les caméras, qui tenaient les micros, qui tenaient les sites. Les sites étaient possédés par les hommes et le sont toujours. Et du coup, je pense que ça énerve. Et voilà, on n'a pas envie de croire, on a surtout envie de croire qu'elle est bête, qu'elle est juste belle, qu'elle est bête, qu'elle fait ça, mais qu'elle sait pas trop et tout. Bah, ça serait trop sympa de nous croire qu'on est un peu maligne. Et en plus, toi, tu le prouves très bien aujourd'hui. J'essaye. Et on entend aussi beaucoup de préjugés comme « Ah oui, elles vendent leur corps ». Et c'est important pour moi de revenir sur ça parce que je sais que tu ne vends pas ton corps. Non, ça m'arrive de le récupérer à la fin de la journée. Pour moi, on est comme des ouvriers. C'est-à-dire que notre corps est notre outil de travail comme 90% des métiers. Je veux dire, même quand tu es employé de bureau, ton cerveau est ton outil de travail. Simplement, nous, c'est ça. Tu n'iras jamais dire à quelqu'un qui fait de la performance théâtrale, du théâtre, qu'il vend son corps. Pourtant, tout son corps est son objet de travail. Que quelqu'un qui fait du cirque, quelqu'un qui est gymnaste, quelqu'un qui est sportif. Mais quelqu'un qui est sportif, il vend tellement son corps. Mais il le récupère à la fin. Il a fait sa performance, il est revenu. Moi, j'ai fait ma performance et je suis revenue. Et tu dis, mais tout le monde l'a vu et tout. Mais les gymnastes aussi, hein, t'inquiète. Hein. Et toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais reprocher à l'industrie du Scrabble? Ça, on me le pose pas, ça. Je leur reproche parfois peut-être de ne pas avoir envie d'avancer. J'ai pas mal de collègues qui ont peut-être un peu peur aussi de ce que ça peut être, de se dire que le métier, il change. Maintenant, tu dois pas travailler comme étant une marque, mais si tu veux continuer de travailler comme étant une marque, et comment dire, il faut réussir à se mettre en scène un peu plus que sur les vidéos, parce que maintenant, on n'a plus des gens qui font la com pour nous. C'est à nous de la faire. Et surtout, maintenant, les gens, ils veulent nous voir, nous, notre personnalité, parce qu'avant, on était dans des prods. Et les prods faisaient tout pour qu'on n'affirme pas notre personnalité, parce que sinon, on pourrait se vendre sans elle. Donc en fait, parfois, j'ai des collègues où je suis en mode « Allez, vas-y, montre-nous un peu plus de qui t'es. Tu as la place de le faire, les gens le veulent, mais je sais que tu as peur, parce qu'en fait, parfois, on a appris à montrer notre corps, et notre corps, c'est plus une crainte. On sait qu'il plaît. Mais notre personnalité, est-ce qu'on sait qu'elle va plaire? C'est ça qui est le plus critiqué dans notre métier. C'est notre personnalité. Ah, elle est sympa, je m'y attendais pas. D'où tu t'y attendais pas? Donc ouais, c'est peut-être se montrer un peu plus soi-même qui devrait être fait. Et beaucoup aussi disent qu'on devient joueuse de Scrabble à cause d'un traumatisme, ou d'autres y voient un acte de liberté. Il y a des collègues qui me disent ça, mais très peu. Ou alors un acte de liberté par rapport au travail, au CDI, on va dire. Moi, j'ai beaucoup de collègues qui me disent, mais en fait, moi, imaginons, je supporte pas d'être dans un bureau, je suis très créative, je suis handicapée, les travails ne me conviennent pas, je suis une personne autiste, être en société ne me convient pas, ou alors juste, j'ai envie d'être mon propre patron, donc oui, ça peut te mener à faire ce métier.
C'est-à-dire, c'est ça, c'est cette liberté professionnelle que moi je vois et créative. Ensuite, sur le traumatisme, ça va t'en créer plus que ce que tu avais à la base. Et je pense, pour le coup, ça, je l'ai peu entendu. Donc pour toi, il n'y a pas de lien entre un métier comme le tien et peut-être, tu vois, des neurodiversités aussi, Si, ou un carrément. passé compliqué? Si, par contre, je suis d'accord que on peut, en étant neurodivergent, avoir plus de problèmes à s'intégrer dans des métiers, on va dire, standards. Et du coup, ce métier offre une possibilité de gérer tout de A à Z, son planning du matin au soir. Donc c'est vrai qu'on retrouve pas mal de personnes neuro là-dedans, beaucoup d'hyperactifs là-dedans. Donc voilà. Donc quelles sont, toi, tes neurodiversités alors? Je suis hyperactive. Tu es que hyperactive? Non, je suis aussi autiste. J'ai mon diplôme, voilà, j'ai ma carte de la cantine. Et moi, dans un métier où j'étais devant mon PC toute la journée, mais je devenais folle. Moi, pour le coup, l'autisme, j'ai eu beaucoup de problèmes dans le social, à ne pas comprendre les normes et compagnie. Et ça, c'était pas trop un problème. C'est-à-dire que c'est bon, elle est bizarre, c'est pas grave. Mais l'hyperactivité, si je reste assise trop longtemps, je peux avoir le corps qui brûle. Sensation de brûler de là à là. Des trucs horribles, des crises d'angoisse du fait de rien faire. Et de pouvoir m'activer toute la journée, courir dans tous les sens, faire ce que je veux quand je veux. Ouais, ça m'a bien aidé, j'avoue. Même si je ne le conseille pas. Je ne conseille pas ce métier, je rappelle. La descente, plutôt que le tremplin. Mais effectivement, il y a des gens que ça peut aider. Ce serait hypocrite de dire qu'il ne m'a pas aidé. Et c'est quoi les critiques, les remarques que tu reçois le plus souvent sur les réseaux sociaux? Beaucoup de menaces de beaucoup de menaces, des trucs de haine, beaucoup de franchement, t'es juste horrible en mode, comment dire, c'est beaucoup de rapport à mon corps, genre t'es juste une tana, pour dire des mots qui seront autorisés, juste une tana, et ça me touche pas vraiment. Tu te sens Tana? Non, moi je suis vraiment une vieille meuf. Non, pas vieille meuf dans ce sens-là, mais je suis à la maison. J'ai un tournage par semaine, donc en fait, tu vas avoir des insultes qui vont être over the top, du type tout Lyon t'est passé dessus. Et je lis ça et je fais bah non. Donc je me sens pas vraiment visée. Et à côté de ça, des insultes qui vont être en mode ouais, de toute façon, tu bosses 10 minutes par jour et tu gagnes des centaines de milliers d'euros. Et en fait, c'est pas non plus le cas. En fait, ils sont toujours dans les extrêmes. Soit je vois tout Lyon, soit je prends une photo de mes pieds. Et c'est tout. Et en fait, je me sens jamais visée. Ce qui a pu me blesser le plus, c'est d'entendre des choses du type tu seras une mauvaise mère, parce que c'est peut-être ce qui se rapproche le plus de c'est mes vraies insécurités. Donc potentiellement, c'est ce qui a pu me stresser et ce qui a pu me toucher. Tout le reste me touche pas. Mes poils, tu les aimes pas, je m'en fiche, tu regardes quand même ce que je fais. La preuve, tu commentes. Donc tu dois me voir souvent. Les poils, c'est horrible, je suis top 3 France, qu'est-ce que tu veux, je m'en fiche, ça m'intéresse pas ce que tu dis. Des trucs sur mon physique, des attaques du type t'es moche, t'es grosse, t'es machin, je sais que non. Voilà. Donc je me sens pas vraiment visée. Et tu penses que tu as ce genre de commentaires parce que tu es une femme? Est-ce que la pression dans ce milieu-là est plus forte sur les femmes ou pareil chez les hommes ou l'inverse? Non, mais est-ce que tu as déjà regardé les lives de Manuel Ferrara ou les TikTok, Reels de Manuel Ferrara? Il se fait encenser, mais quel BG, il est trop fort et tout. Donc oui, vraiment. Mais je te dis, ça part de la frustration qu'on a un métier où on peut être indépendante, le faire quand on veut et qui utilise notre corps. Donc forcément, ça les énerve. Ça les agace. Mais heureusement que toi tu proposes des formations aussi Ouais. voilà, aux personnes qui sont dans le milieu et qui veulent apprendre davantage. Et du coup tu les formes aussi sur comment gérer leur image, comment rédiger leur contenu. Ça m'a énervée de voir qu'il y avait des trucs de marketing, que toutes les formations étaient dédiées aux hommes pour ensuite pouvoir faire de l'OnlyFans management. J'ai fait mais de quoi tu me parles toi? En plus tu es mauvais, arrête. Ensuite ça m'a saoulée de voir tous ces trucs de networking où il n'y a que des hommes et en fait on va parler business entre hommes. Mais tu m'avais saoulée. Je suis allée parfois à des événements comme ça et je me suis pas vraiment sentie à ma place et je me suis dit surtout mais les collègues elles n'iront jamais. Il faut leur créer un lieu. Donc on a créé des soirées où on les accueille pour faire du networking et on a créé des plateformes de formation uniquement pour les collègues qui sont déjà dans le milieu. Je veux jamais former des gens qui débutent. Si tu débutes, tu as encore le choix d'arrêter. Je veux te laisser cette possibilité-là. Mais si tu es là depuis longtemps et que tu as l'impression qu'il te manque un petit truc, en fait Juliette, avec son diplôme en marketing digital, le fait qu'elle ait fait de la formation pendant 2 ans et moi qui ai été sur le terrain, en fait on a une espèce de duo parfait pour te donner tous les conseils pour que ce que tu fasses marche. En fait, ce que tu fais est déjà très bien. Il te manque des astuces de marketing que les hommes se donnent entre eux et que nous, on ne nous les donne pas. Donc, on y va, quoi. Est-ce que ce métier t'a appris quelque chose sur toi? Le problème, c'est que ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans, donc ce que j'ai appris sur moi date peut-être. J'ai appris que j'étais naïve, la vérité.
je me suis fait avoir par tellement de gens dans le milieu. Ou alors, parfois on me dit des trucs et je suis là en mode « Oh non, j'espère que toi tu vas bien ». Et en fait, c'est des messages, des pavés de passif-agressif sur « Ah, la personne ne me voulait pas du bien ». On va dire que j'ai appris sur les relations sociales. Je suis persuadée que les gens sont toujours très positifs, pas forcément. Voilà. Non, parce qu'en fait, me mettre en scène, j'ai toujours adoré, donc ça, je savais déjà. Ouais. Le social, il faut que je sois moins naïve, que je m'inquiète un peu parfois. Et si demain, on t'interdisait de faire ce métier, tu ferais quoi? Je partirai à Barcelone, je pense. C'est déjà prévu. Pour faire quoi? Parce que là-bas, c'est pour refaire la même chose. J'ai pas du tout envie qu'on m'interdise de faire ce que je fais. Donc le jour où ça sera interdit, déjà, je me battrai, je pense, pour que ça ne le soit pas. Et surtout, j'irai à un endroit où je peux le faire. Parce que j'adore. Je kiffe. Donc toi, tu dois pas exercer un autre métier? Oh non, quel enfer. Quoi d'autre? Le temps que je perds sur YouTube, je serai à la rue. Donc, bientôt 10 000, ouais. De toute façon, en vrai, t'es quand même assez aimé dans ce milieu aujourd'hui. Ça va. Je pense pas qu'on va t'interdire demain de faire ce métier. Non, mais tu sais que il y a des lois qui passent qui sont toujours un peu plus dures. Donc, ouais. Moi, je m'inquiète toujours. Hein. C'est-à-dire que ça ne m'étonnera pas le jour où ça sera juste interdit. Tu penses que la loi pourrait interdire ce métier? Ouais. Parce que les lois en vigueur aujourd'hui, tu penses qu'elles tendent vers Elles plus? sont très dures. Non, les lois en vigueur sont des lois... Déjà, c'est réglementé. C'est-à-dire que tu as le droit de vendre, mais pas le droit d'acheter. C'est la loi sur la pénalisation du client de 2016. Mais même en ligne? C'est surtout... En fait, il n'y a pas vraiment de loi pour ce qui se passe en ligne. Donc, c'est des lois sur les joueuses de Scrabble en général, mais plutôt les escortes. Et en fait, ces lois, on est obligé de se dire qu'elles nous touchent aussi. Mais en gros, par exemple, la loi du proxénétisme, si je te donne 1 euro, t'es proxénète. Parce que tu auras profité de l'argent du Scrabble. Donc la loi t'empêche de faire une partie de ton activité? Oui. Oui, c'est-à-dire que je peux rien louer parce que la personne est proxénète, je peux rien acheter parce que les personnes deviennent proxénètes. Même si en soi, les lois ne sont pas appliquées, il y a toujours, tu vois, des risques. Et on est toujours dans un espèce de bon, ça va, ça a l'air de passer. Mais le jour où quelqu'un veut appliquer une loi, bah, les personnes, nos amis seront tous en tort. Est-ce qu'il y a une question qu'on t'a jamais posée, mais que t'aurais aimé qu'on te pose? Oh, c'est quoi ça? C'est quoi cette question? Bah celle-ci, tiens, voilà. Non. Tu vois, j'ai l'impression que quand moi j'écoute des interviews... c'est la même chose, hein. Voilà, c'est beaucoup. Ah ouais. C'est beaucoup les mêmes questions, mais c'est super parce que je pense que ça participe aussi à ce truc de voilà, on rend la chose moins tabou. Mais j'ai aussi l'impression que les médias n'osent pas trop aller en profondeur. Ouais, c'est vrai. Les questions que j'ai eues le plus... En fait, après, c'est les débats sociologiques. Genre, par exemple, tiens, là, j'ai eu une interview géniale de 30 minutes. Tiens, voilà, on peut parler de ça, c'est super. Tu connais le dick rating? C'est des hommes qui payent pour que je leur donne une note à leur pièce de Scrabble. Sur 20. Et c'est un des trucs les plus demandés. Ok, bah explique. Et tout le monde propose ça. Okay. Tu sais pourquoi? Non. Parce qu'il y a beaucoup d'insécurité au niveau des hommes, des personnes qui ont des pénis. Mince, des pièces de Scrabble. Ils veulent savoir si la pièce de Scrabble est assez grande, assez grosse, si elle a de la bonne couleur, de la bonne forme et tout. Et vu que la société est très phallocentrée, c'est une vraie inquiétude. Et ils veulent savoir. Et du coup, ils nous payent pour qu'on leur dise ce qu'on en pense. Et c'est vraiment très souvent qu'on a ce genre de demande. Et moi, j'en fais des dizaines par mois. Eh ben, j'aurais appris quelque chose. Voilà, tu vois. Et ça, pour moi, c'est purement une question de sociologie. Et la question, c'est pourquoi c'est aussi important pour eux de savoir? Pourquoi? Parce que on a malheureusement une société où on a notre valeur qui est définie par... Une partie de notre valeur est définie par ça. Depuis l'enfance. Et combien ils te payent pour avoir une note? Franchement, moi, je suis vraiment pas très chère. Parce qu'en fait, j'adore faire beaucoup de contenu et j'aime bien que tout le monde puisse acheter. Moi, ça a toujours été important que tout le monde puisse acheter des trucs. Donc, je suis pas non plus une des plus connues, mais j'aime pas me sentir luxueuse, tu vois. Moi, je suis normale, je suis une fille comme toi et moi. Et du coup, ça coûte 35 € la vidéo. Donc, ils t'envoient une vidéo de leur pièce de Scrabble, leur pièce de Scrabble, des photos. Voilà. Je note sur la taille, la forme, l'épaisseur, la couleur, sur les proportions. Parce que tu vois, la bourse dans laquelle tu pioches, il faut voir si c'est bien proportionné. Les veines, petit bonus. Je note aussi sur la qualité de la photo, si c'est mis en valeur comme ça, qu'il est comme ça et tout, ou s'il est comme ça et on voit les chaussettes et le carrelage de la salle de bain, là il perd des points directs. Okay. Voilà, tu vois, il y a plein de trucs comme ça, c'est intéressant comme sujet. Genre, il y en a qui payent plus cher pour que je leur dise à quel point elle est minable. Ridicule, j'espère que tu n'as jamais osé montrer ça à une femme, la pauvre. Parce qu'eux, ils sont dans la soumission. Donc, ils adorent entendre ça. C'est pas ce que je préfère faire, parce que moi, j'aime bien être gentille avec les gens. Et t'as déjà mis des 20 sur 20? Oui. Je crois que j'en ai mis 2 ou 3, max. Mais c'est parce que la personne, déjà, elle était super. Et en plus, en fait, il m'a fait des super belles photos. Et en fait, je l'ai vu, j'ai fait « Waouh !»
Ah, c'est joli. Tu vois? Et j'ai une dernière question. Vas-y. Je pense qu'il va pas t'arranger aussi. C'est du vrai? coup. Non mais. Il a honte. Il a honte de sa propre question. Vas-y. Ah non. C'est comme j'ai vu que tu avais bégayé à la précédente. Non mais c'est vrai que j'avais une dernière question. Tu vois, si c'est toi qui faisais ce reportage sur toi, tu me montrerais quoi que j'ai pas vu aujourd'hui? Oh, je pense qu'on irait se balader. On irait se balader de fou. Je te montrerai Lyon. Je te montrerai Lyon parce que je suis trop fière de ma ville. Et tu verrais que les gens, ils sont super gentils. Tu verrais des gens qui me croisent et qui font « Oh, Kala, ça va ?» et tout. Je les connais pas. On marche dans la rue, ils font « Bonjour, Kala et Reda ». Des choses comme ça, tu vois. Je te montrerai genre à quel point les gens, ils sont positifs. Pas sur Internet, parce que tu ne vois que les réseaux. À quel point les gens, ils sont contents, ils font « Oh, j'espère que tu vas bien, j'adore ce que tu fais » et tout. À quel point les gens, ils nous voient comme juste du pur divertissement, voire même un petit peu éducatif et pédagogique. J'étais il y a 2 jours à un événement, un festival de techno. Je me suis fait arrêter toutes les 5 minutes pour dire « Oh, j'adore » et tout. Et beaucoup de femmes. C'est super ce que tu fais sur les réseaux, vraiment génial, arrête pas et tout. C'est ça que j'aimerais bien te montrer. Mais maintenant, je t'en parle et comme ça, tu sais. Ah oui, et puis ce que tu peux me montrer, c'est aussi ton premier sextoy. C'est vrai! Oh, damned! Comme ça, on termine en beauté. Alors, raconte-moi l'histoire. petite explication déjà sur la saleté du truc. Évidemment, il est extrêmement propre et désinfecté. Simplement, le silicone a tendance à, quand tu vieillis, en gros, il devient mou et il accroche toutes les peluches. Et il accroche tous les trucs. Et vu que j'ai pas mal déménagé, il a accroché tous les trucs. C'est mon premier. Que j'ai fait une commande. C'est pas genre Marie-Claire, mais genre, tu vois, mince, les magazines où les gens ils regardaient les photos de lingerie. Ah, hein? La Redoute. J'ai fait une commande La Redoute où j'ai mis des torchons, des serviettes et ça au milieu. J'ai fait livrer chez mes parents en discret. Je l'ai rangé, j'ai caché et c'était un sextoy vibrant qui, je pense, ne vibre plus. Bon, il ne vibre plus, mais bon, c'est pas très grave. Oh, il vibre! Des années après, les piles n'ont jamais été changées. Il vibre. Le truc est dur comme pas deux, c'est horrible, c'est un des trucs les plus désagréables que tu peux imaginer. C'est un sextoy designé par les hommes pour les femmes. il est horrible. Et tu t'en sers plus aujourd'hui? Ah non, ça fait des années que je m'en sers plus. Maintenant, il y a des super marques qui font des trucs, mais t'es là en mode oh là là, c'est presque trop efficace. Trop efficace, arrête. Il est collant, c'est horrible. Et t'en as plein d'autres aujourd'hui? J'en ai une armoire entière, surtout que maintenant les marques nous les envoient. Mais ouais. C'est un peu le symbole de ma sexualité qui a commencé assez tôt, mais toujours très positif. Très fun. J'ai toujours tout fait avec le sourire, toujours tout fait en faisant des blagues. Et j'ai eu de la chance que ça se passe majoritairement bien. Et que tu sois drôle aussi. Ouais, heureusement. Ça aurait été la merde sinon. Et Calamité, on te voit où dans 10 ans? Dans 10 ans, au même endroit, dans Lyon. Mais au bureau de la mer. Dans 10 ans, campagne pour être maire de Lyon, t'inquiète. Calamité 2032. Votez pour moi. Mais convainc-les, pourquoi? Pourquoi? Pour plein de choses. Je n'y connais rien. Vraiment des reels de mer dans le bureau et tout, ça va être trop drôle. Non, mais par contre, la vidéo sur le site Noir et Orange en mode mer, dans le bureau là, ça serait super drôle. Voilà où tu me vois. Tu me vois fausse mère de Lyon dans une vidéo sur la plateforme Orange. Voilà ce que tu me vois dans 10 ans. Merci, Kala. Merci à toi, merci beaucoup.